Voilà, donc à la session précédente, on avait eu à expliquer dans les petits détails, des petits calculs et tout. Mais c'est vraiment essentiellement pour servir aussi de base, de fondement pour ce cours aussi, parce que pour ceux qui ont fait le cours Eco 1600 avec le professeur Douglas, et excusez-moi, bon, je pense que je n'avais pas besoin de me présenter. Moi, c'est comme là, Soto. Bon, la plupart d'entre vous me connaissent déjà. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi le cours avec le professeur Douglas, bon, c'est moi qui avais donné les cours. Bon, les vidéos sont sur YouTube, vous pouvez toujours les regarder. S'il y a peut-être des choses que vous avez du mal à assimiler, c'est essentiellement le but vraiment des labos pour Eco 1600 pour faire des rappels. Donc, on va faire 2 séances de rappel sur l'analyse asymptotique et on aura 2 séances de MATLAB pour vous aider à faire les TP et puis 2 séances où nous allons corriger aussi les TP. Donc, essentiellement, six séances qu'on va faire. Et pour ceux qui ont déjà fait donc Eco 1600 avec le professeur Douglas, ils n'auront pas de surprise, ils ne seront pas étonnés. Le cours se passe donc de la même façon. Il n'y a pas grand changement. Donc, on va toujours utiliser le théorème central limite, l'analyse, la loi des grands nombres, et puis le théorème de Slotsky et le maximum de vraisemblance. Donc, c'est un peu le même contexte. Et il faut juste être présent au cours pour ne pas... Enfin, il faut suivre juste ce que le professeur présente pour pouvoir bien valider. Donc, il n'y a pas d'élément nouveau en tant que tel qui sera vu. Donc, je ne sais pas si vous-même, vous avez déjà des questions pour me poser avant qu'on ne commence. Donc, aujourd'hui, le rappel sur l'analyse asymptotique, donc la convergence asymptotique donc, du paramètre bêta chapeau. Je connais quand même quelques noms. Je sais qu'ils ont fait avec Professeur Douglas, mais il y a certains peut-être qui n'ont pas eu à faire avec lui. Est-ce que vous vous en sortez quand même avec les calculs je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions que vous avez personnellement avant qu'on commence? Personnellement, ça s'est bien passé la session passée. Puis toutes les questions que j'avais, je vous les ai posées direct en partant. Ben, quand on faisait les labos. Oui. Il va-tu nous dire les Slotsky qu'on utilise ou il prend pour acquis qu'on connaît tout puis que tout est frais dans notre mémoire? C'est ça, en fait. C'est comme C'est quoi? tout est fait. C'est pour ça que moi, je vais juste faire un petit rappel là-dessus. Donc, c'est les rappels que je vais faire aujourd'hui et le vendredi prochain. Et après ça, voilà, quoi, tout continue comme tout est acquis. OK, donc il prend pour acquis que tout ce qu'on a fait la session passée Oui, dans son cours est frais dans notre mémoire puis on peut l'utiliser. OK. exactement. Merci. SDC, c'est qui? Vous pouvez peut-être juste mettre votre nom et prénom. C'est mieux. OK, je ne sais pas, pour les autres, bon, il y a certains noms que je ne connais pas. Je ne sais pas si Kevin avait suivi le cours avec nous. Passé, je ne sais pas. Bon. Pour ceux qui n'ont jamais suivi, si vous avez des questions. Moi, je vais suivre le cours. Est-ce que vous l'attendez? Moi, je... Je l'entends très mal. Rien. OK, Encore c'est rien, la je connexion. trouve. Connexion n'est pas bonne. Ouais, Kevin, votre connexion est vraiment... Oui, ma connexion est un peu instable ici. Ouais, ça va maintenant. Oui, allez-y. Ah, c'est encore reparti. Non. OK. Bon, là, on n'entend pas. OK. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des... Je ne sais pas si moi vous entendez bien. Ça fait vraiment mal aux oreilles, hein? Juste pour mentionner ça. Ouais, attendez, je vais désactiver son micro. Désactiver. Ça passe pas.
pouvez juste lui dire d'écrire son message dans le chat. Ouais. Je voulais Ok. désactiver son micro, même ça passe pas. OK. Bon, Kevin, vous pouvez juste écrire ce que vous voulez hein, dans le chat. On pourra vous lire. Monsieur Komla, ce que je voulais ajouter, c'est que Ouais. il y a des études, sûrement des étudiants peut-être qui sont dans le même programme que moi, le programme d'économie financière, OK. et qui n'ont pas fait sûrement le cours de Eco 8600. Moi, je l'avais fait parce que j'étais dans d'autres programmes avant. Ouais. Nous, on a ce cours-là dans notre programme comme des cours, comment on appelle ça? Bon, ce n'est pas des cours obligatoires. OK. Mais voilà, souvent, on n'a pas le choix que de prendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de cours disponibles et tout. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres qui ne l'ont pas fait. Je ne sais pas si ça Okay. peut... Je vois. D'accord, il n'y a pas vraiment pas de souci. Donc, si je vais présenter donc, le rappel pour ceux qui n'ont jamais fait l'éco 1600 et que si je vais trop vite sur le rappel, arrêtez-moi afin qu'on puisse vraiment être au même niveau. Donc, Kevin, je disais que votre question, vous pouvez la mettre donc, dans le chat. Et donc, vous qui n'avez pas encore suivi Eco 1600, qui n'êtes pas habitué à la manière de faire donc, du professeur Douglas, vous pouvez m'arrêter quand je présente donc, le rappel, s'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas et que je donne l'œil comme si, OK, ça devrait être maîtrisé. Et tout, quand je donne la formule de bêta-chapeau, donc l'estimateur MCO, que vous ne le savez pas, et vous pouvez me le dire, on peut faire un petit rappel là-dessus aussi. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Et puis aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel pour m'envoyer des questions si vous en avez, à l'avance. Peut-être que ça pourrait être utile. Bon, bien entendu, pour ceux qui viennent de se connecter, j'ai dit qu'on aura 2 sessions de rappel sur Eco 1600. Donc, on va rappeler donc, le cadre asymptotique, donc, le théorème central limite, la loi des grands nombres et le théorème de Slotsky et leur application pour voir la convergence de bêta-chapeau, pour voir quelle est la loi asymptotique donc, de bêta-chapeau. Et on va analyser plus tard aussi donc le maximum de vraisemblance. On va voir un peu tout ce qui est un peu comme un résumé donc, de Eco 1600 pour vous donner un peu de bagage afin de rappeler votre mémoire pour ceux qui l'ont déjà fait ou bien fournir les éléments importants pour ceux qui ne l'ont jamais fait pour pouvoir suivre le cours. Et je disais que ceux qui n'ont jamais suivi le cours avec le professeur, ceux qui ont suivi le cours avec le professeur Douglas, ils n'auront pas de surprise. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas une grande différence. C'est toujours les mêmes principes, donc les TP sont presque pareils. Le cours, il faut comprendre le cours, et vous n'aurez pas de difficulté à le comprendre si vous avez déjà compris le cours précédent. OK? Et là, ceux qui ne l'ont pas encore suivi, il faut juste un peu donc, de temps, se donner un peu. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à écrire, envoyer des courriels. D'accord? Donc, on aura 2 séances de rappel mathématique, 2 séances de labo en MATLAB et puis 2 séances pour corriger les TP. D'accord? Donc, sans plus tarder, OK, il y a Kevin qui a écrit ma connexion n'est pas très bonne dans la journée. Je n'ai pas de questions pour l'instant. OK, c'est parfait. Donc, on va commencer le rappel s'il n'y a pas d'autres questions. D'accord. Oui, monsieur, bonjour. J'ai une question concernant les labos, excusez-moi. Donc, les dates des labos, vous allez nous envoyer par courriel, c'est ça? Parce qu'il y aura 6 au total, donc vous allez nous envoyer à la base. Quelle date on aura le labo, c'est ça? Bon, le vendredi prochain, on en aura. Et quand vous aurez les TP, quand le professeur va vous envoyer les TP, donc je vais vous envoyer après donc, la date qu'on aura eu à faire, donc la première séance MATLAB. Et quand le deuxième TP va être envoyé, je vais vous envoyer la date qu'on aura donc à faire donc la deuxième séance MATLAB. Et bien entendu, quand vous aurez ramassé le TP, le jour quand même que vous remettez le TP, donc on va corriger le TP ce jour-là, donc bien avant l'examen. Donc les dates sont comme
le jour donc, où vous ramassez les TP et le lendemain donc, aussi, donc, qu'on vous donne les Le TP. dépôt du TP. Ouais. Ok, parfait, j'ai compris ça. Je vais vous envoyer les courriels pour ça. Ok, c'est bon, merci beaucoup. C'est bien entendu. Ok, c'est parfait. Alors, donc, on va regarder aujourd'hui la loi des grands nombres, comme je l'ai dit déjà, le théorème central limite, le théorème de Slotsky et leur application donc sur le coefficient bêta chapeau. C'est parfait. Donc, la loi des grands nombres, là, il dit... Il y a Je m'excuse. Oui. Pardon, est-ce qu'on pourra avoir ce PDF? Oui, je pourrais vous l'envoyer sans problème. Ok, parfait, merci. Je pourrais vous l'envoyer. Mais de toute façon, comme je le fais toujours, j'enregistre le cours, donc il est en train d'être enregistré. Après, je vous l'envoie donc sur YouTube. Et je vous envoie les liens aussi. Donc, tout ce qu'on est en train de se dire là, est en train d'être enregistré. Vous aurez à visualiser quand vous voulez, comme vous voulez. Ouais, je comprends, mais pour moi, de préférence d'avoir le PDF, tu vois, au lieu de passer 3 heures à regarder une vidéo, je pourrais juste regarder le PDF vite fait. Ok, ok. Merci. De toute façon, la vidéo va faire peut-être 1h, 1h15 qu'on va faire. Ok, c'est parfait. Je vais vous l'envoyer dès que j'envoie aussi le lien. Ok, donc la loi des grands nombres. La loi des grands nombres. Il faut que je branche ma tablette. Attendez, j'ai pas assez de port USB. Ok, je vais copier. Ok. Donc, ici, donc la loi des grands nombres, comme je l'avais expliqué avant, c'est que le principe de base, pour le retenir simplement, c'est que la moyenne converge vers l'espérance. La moyenne converge vers l'espérance. C'est-à-dire que quand vous connaissez une loi théorique, qu'on sait que, OK, en général, OK, en moyenne, c'est-à-dire que sans regarder à une population donnée, on sait que, bon, les gens mangent de l'espérance, là, c'est 3 fois par jour, qui est le nombre de fois qu'on mange. Donc, quand on peut aller prendre une population, et puis on fait une enquête, et puis on leur pose des questions, combien de fois vous mangez par jour? Il y en a qui vont manger peut-être 5 fois, il y en a qui vont manger 2 fois, il y en a qui mangent 1 fois. Et sur ce lot de population, quand le nombre de personnes qu'on enquête augmente et qu'on essaie de calculer la moyenne qui est sur qui est le nombre de fois où chacun mange, ça doit tendre vers 3, c'est-à-dire l'espérance qu'on connaît. Donc, et quand je parle de l'espérance, c'est qu'on connaît déjà une loi. On sait que, OK, voici la loi que suit la taille donc des humains sur une loi normale, OK, de moyenne 1,70 et tout. Donc, quand on prend des individus et puis on essaie de mesurer leur taille, plus le nombre d'individus augmente, c'est que la moyenne de ces individus-là, leur taille moyenne va être exactement comme 1,70. Okay, c'est ce que ça dit simplement. Donc, ici, il dit qu'il y a beaucoup de lois de grand nombre qui s'appliquent à des catégories de données différentes, mais on va plus s'intéresser aux données indépendantes et identiquement distribuées. D'accord? Donc, on suppose qu'il y a une variable, ZT, okay, donc un processus, donc il y en a plusieurs de ces variables-là, mais elles suivent toutes une loi, la même loi, et elles sont indépendantes. D'accord? Donc, indépendantes et identiquement distribuées. Indépendantes et identiquement distribuées. Donc, c'est les mêmes lois et elles sont indépendantes. Il n'y a pas d'influence d'un individu sur l'autre, ou bien d'une variable sur l'autre. Donc, quand on a ça, alors, ce que le théorème, la loi des grands nombres nous dit, c'est que, je vais agrandir l'écran, c'est que la moyenne va converger vers l'espérance. Okay? Parce que U, c'est l'espérance donc de ZT. Okay? Je ne sais pas si... bon, c'est un rappel pour beaucoup. Et si c'est nouveau pour quelqu'un, je pourrais aller expliquer encore en profondeur avec le stylo. Okay, donc, la moyenne converge vers l'espérance. L'espérance qui est mu. Donc, mu, c'est l'espérance. OK?
Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Parce qu'il ne faut pas que je dise tout ce que vous savez déjà, peut-être. Okay. Donc, si ça va, si c'est clair pour tout le monde, que la moyenne empirique, ça c'est empirique, va converger vers l'espérance qui est théorique. Okay? Ça c'est théorique. Ça c'est observé dans les données. Ça c'est empirique. Et la deuxième chose, c'est le théorème central limite. Donc, le théorème central limite nous donne la loi. La loi, donc de la moyenne aussi, qui va nous dire que non, peu importe la variable aléatoire que vous allez prendre, si elles sont normales et identiquement distribuées, c'est que la moyenne va suivre une loi normale. Et c'est fabuleux, c'est très intéressant. Peu importe la loi que vous allez prendre, la moyenne va suivre une loi normale. C'est quand même, c'est fort, hein? Okay. C'est pour ça que je pense que je l'avais expliqué que quand vous voyez un phénomène de grand nombre ou beaucoup de personnes, quand ça devient la majorité ou bien le grand nombre, c'est que ça devient normal. C'est ça l'idée aussi. Hein. Quand tout le monde, ça devient un phénomène normal. Aujourd'hui, par exemple, Covid n'est plus anormal. Bon, voilà, c'est-à-dire que quand quelqu'un se présente à l'hôpital et puis il présente des symptômes de Covid, bon, c'est pas anormal. C'est-à-dire qu'on ne s'étonnera pas. On ne s'étonnera pas vraiment parce que c'est quelque chose qui est normal au temps où nous sommes. Mais si aujourd'hui quelqu'un se présente à l'hôpital avec les symptômes de Ebola au Canada, ben c'est anormal. C'est anormal parce que il est seul là. Donc c'est un élément atypique. Mais quand ça devient un grand nombre là, c'est que quand ça augmente, c'est que la moyenne qui va sur une loi normale. C'est un peu cette intuition, mais pour pouvoir garder ça donc, théoriquement, donc, voici ce que ça dit. Hein. Si vous prenez ZT, donc toutes les variables sur une loi, la même loi indépendante identiquement distribuée de moyenne mu et de variance sigma, alors la somme des ZT moins mu okay, divisé par racine de T va suivre la loi normale 0 sigma. Je crois que j'avais démontré d'où vient donc ce racine la session dernière. Bon. Voici la démo. Bon, je ne sais pas si vous voulez encore la démonstration. Je pourrais vous démontrer okay. sur racine de t. Ok. ZT moins mu qui converge vers donc une loi normale 0 sigma. Ok. C'est juste que normalement, ce que ça devrait être, c'est juste ça. On s'est dit, ok. Quand vous prenez ça, 1 sur ZT. Vous savez que l'espérance de ça, cette quantité, je vous avais expliqué que ça va donner aussi, ça va donner mu. Quand vous prenez l'espérance de ça. Ok. Ça va faire 1 sur T, la somme des espérances de ZT. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord. Parce que l'espérance est additive, donc vous pouvez passer ça sur la somme et puis elle va rentrer dans ici. Et chaque élément, c'est mu. Donc ça va faire comme mu T fois. Donc ça va faire T fois mu. Divisé par T, donc ça fait mu. Ok. C'est parfait. Si ce n'est pas correct, arrêtez-moi. Donc, je vais calculer aussi la variance de cette quantité-là. Donc, la moyenne toujours. Hein, je parle de la moyenne. On va calculer la variance. Encore.
je vais mettre variance donc, de 1 sur t, somme des ZT. Alors, vous savez que la variance, quand il y a un coefficient là, c'est pas comme l'espérance, quand ils sont, ça devient au carré. OK. Donc, la variance donc, de la somme des ZT. D'accord? Et la variance de la somme, donc, normalement, ça fait la somme des variances plus les covariances. OK? Mais comme les covariances sont nulles, parce que les variables sont indépendantes, donc ça va vous donner juste ça. OK, ça va vous donner la somme des variances de ZT. Et les variances de ZT, c'est sigma carré, d'accord? Ça, chaque élément, ça fait sigma carré. Donc sigma, bon, pas sigma carré, mais sigma. Et variance de ZT, c'est sigma, ce sigma, celui-là. Donc ça fait sigma, sigma, sigma. Donc T fois, ça fait T fois sigma. Bon, bien entendu, ne confondez pas ce sigma avec ça. Ça, c'est pour dire la somme en mathématiques. Bon, on aurait pu appeler ici aussi petit sigma, comme ça. Puis, on mettrait sigma ici. Hein. Ne faites pas coefficient. Donc, ça fait, alors, sigma sur t. OK. Ouais, c'est ce t-là qui apparaît ici qui est problématique. Donc, la variance, ça fait sigma. Et vous vous rappelez, quand on a une loi qu'on veut normaliser, c'est-à-dire que si x suivait une loi normale de moyenne m de variance sigma, on faisait donc x moins m divisé par donc, la racine carrée de ça et dire finalement que ça va suivre donc 0, 1. Donc c'est comme ça qu'on faisait. Ce qui fait que ce qu'on va faire, il y a donc ce t. Si on multiplie donc par racine de t, ok. Si on multiplie par racine de t, parce que ce qui se passe, c'est que ça, c'est une convergence, ok. On dit, ok, quand t tend vers l'infini. Donc, vous ne pouvez pas avoir t encore ici. Ce qui fait qu'on fait des manipulations mathématiques pour faire quoi? Au lieu de faire donc la variance de la moyenne, je sais que si je multiplie tout ceci par quoi? Par t. Si je multiplie ça par t. J'ai une question pour vous. Oui. La troisième ligne du bas, Oui. c'est plus 1 sur t au carré. Il y a un petit moins devant? Ou Oui, c'est juste... c'est multiplication. Non. C'est la ligne d'en haut. OK, ici. C'est moins 1 sur t? Ah non. C'est juste un égal, là. OK, ouais. Parfait. Je me demandais pourquoi il y avait un moins qui était apparu. Merci. Non, c'est correct. Voilà, donc, c'est que pour qu'il n'y ait pas vraiment un t ici, parce que si vous prenez juste la moyenne, que vous allez voir que sa variance va être comme sigma sur t. Mais si vous multipliez tout ceci par t, vous allez voir que la variance va être comme sigma. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais effacer ces côtés. Je vais prendre une autre couleur. Donc, ce que je disais, c'est que ici, je vais le multiplier par t. Donc, j'aurai t fois la variance de la moyenne qui va me donner sigma. Il n'y a plus de t en bas. Maintenant, si t va rentrer, vous êtes d'accord avec moi qu'on peut faire rentrer vraiment un t à l'intérieur de la variance. Ça sera racine de t à l'intérieur. C'est-à-dire cette expression, ça fait racine de t. Qui n'est pas d'accord avec moi. Parce qu'on sait que ce racine de t, quand il va sortir, il va devenir t, parce que c'est la variance. Donc, ça fait racine de t sur t. Et ça fait comme 1 sur racine de t, zt. OK?
égale à sigma. Donc, c'est cette expression qui a pour variance sigma, pas 1 sur t, somme des ZT. OK, je vous donne juste l'intuition, quoi. OK, parce que dès le départ, c'est la moyenne qui devrait converger vers donc mu et puis sigma sur t. Mais comme on peut avoir sigma sur t, on multiplie. Donc là, il faut chercher la moyenne de cette quantité. OK. Excusez-moi, monsieur Komla. Oui. À la troisième ligne, on était à 1 sur t au carré multiplié par la somme des variances de ZT. Oui. Après, comment vous avez fait pour rentrer le 1 sur t, la ligne qui est en bleu juste à côté? Ici. Celle qui est en haut? Ici. Non. Oui. Ah, ou bien c'est une autre explication, ça? Ça continue, c'est ça qui suit ici. OK. Ah, OK. Ah, d'accord. C'est pas ici qui est là-bas, donc désolé. C'est bon, merci. Donc, c'est de là à là. Parce que j'ai ça de 1 sur t égale à ça. Alors, si je multiplie ici par t, voilà, il va rester juste sigma à droite. OK, donc, on a vraiment ça. Et si vous cherchez l'espérance de ça, bon, vous êtes d'accord avec moi, vu qu'on a calculé tout à l'heure, l'espérance donc de la moyenne, l'espérance de ça, bon, c'est pas compliqué, ça va vous donner racine de t sur mu, quelque chose comme ça. C'est parfait. C'est-à-dire que si vous calculez l'espérance de 1 sur racine de t, je parle de cette expression-là, 1 sur racine de t, sigma de zt, vous allez trouver 1 sur racine de t fois donc l'espérance, donc la somme des espérances de zt. Vous savez que ça, c'est mu, donc ça fait t fois mu, et donc ça va faire t fois mu divisé par racine de t, donc ça va faire racine de t fois mu. OK? Donc, si je connais bien la variance de ça, je connais bien donc l'espérance de ça, si vous faites la soustraction, je sais que je l'avais démontré autrement la session dernière, mais bon. En mathématiques, il y a plusieurs moyens de démontrer. Je ne me souviens plus de comment je l'avais démontré. Alors donc, ce qui va se passer, c'est que si vous essayez maintenant de faire la soustraction donc de la moyenne, vous allez voir, essayez juste de calculer ça, vous allez voir, hein, quand vous faites 1 sur racine de t, somme des zt, fois ça, bon, je vais le faire, calculez juste ça, vous allez voir, ça fait 1 sur racine de t, somme des zt, donc, somme des mu aussi, ça va faire moins, okay, ça fait mu fois grand T, hein, divisé par racine de t. Bon, je vais l'écrire. Ok, ça donne ça. Et ça fait comme moins racine de t fois mu. Et ça, ce qu'on vient de calculer, c'est la moyenne de ça. Ce n'est rien d'autre que l'espérance de ça. Donc, quand vous faites cette quantité moins ça vous donnera vraiment effectivement. Donc, c'est comme si vous normalisez par 0. Mais bien entendu, vous pouvez aussi multiplier par sigma moins 1 pour laisser identité ici. Ça, c'est une matrice. Donc, on ne peut pas diviser par sigma. On doit multiplier par l'inverse, moins demi. OK? Parce que quand on avait x qui suit le normal de moyenne m sigma carré, puisque c'est un réel, alors on pourrait faire simplement ça. Et ça va suivre donc 0, 1.
Mais ici, ce sigma n'est pas un réel. Donc, soit vous le laissez là. OK. Et puis, vous dites que ça va suivre donc 0 sigma. Donc, vous faites juste la soustraction donc, de la moyenne. Et c'est ça, en fait, qui est fait ici. On fait la soustraction donc, de la moyenne. On vient de la calculer. La moyenne de ça, c'est vraiment ça. Donc, ça va converger vers 0. Et on sait que la variance de ça, c'est sigma. Parce que la variance donc de 1 sur t, ça faisait comme 1 sigma sur t. Mais le 1 sur racine de t, sa variance, là, ça donne juste le sigma. Donc c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, l'idée première, l'idée maîtresse, c'est que la moyenne va converger vers une loi normale. Maintenant, c'est caractéristique. Cette loi nous oblige à vraiment multiplier par racine de t pour avoir... Parce que quelqu'un peut se demander, en fait, pourquoi est-ce que c'est racine de t? Ce n'est pas la moyenne, ça. La moyenne devrait être 1 sur t. OK? Mais c'est pour des raisons d'ordre de cohérence mathématique. Donc, on va multiplier par racine de t pour faire sauter donc, le t donc, de l'autre côté. Et ça fait qu'on aura 1 sur racine de t, somme des zt. Sinon, ça devrait être 1 sur t, somme des zt, c'est-à-dire la moyenne. Okay? Donc, cette quantité, c'est la moyenne près. Juste une question, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir à la page précédente, là où on faisait les manipulations mathématiques? OK. Juste, je ne comprends pas pourquoi on a l'espérance 0. On a 1 sur la racine de t fois la somme de z moins la racine de t fois mu. Pourquoi ça donne 0? Ici? En bas, à gauche. Ouais, ici. Non, ça ne donne pas 0. C'est-à-dire, ça donne juste ça. C'est ça. Je disais que ça, c'est ça. OK? Et j'explique que, en fait, ça, ce n'est rien d'autre que l'espérance de ça. Donc, c'est comme vous faites la variable, cette variable, moins son espérance. Donc, ça sera 0 ici, là. Parce que ce qui est ici, okay, c'est pour ça que j'ai donné x. Donc, cette variable, c'est x moins son espérance. Ça va. L'espérance donc de tout ça, ce sera 0. Parce que si vous essayez de calculer x, l'espérance de x moins m, ça va vous donner l'espérance de x moins m. Donc, ça fait m moins m, quoi. Donc, ça fait 0. C'est juste que je... Ok, je vois. Merci. Merci. Donc, c'est cette variable-là qui est x, et c'est ça qui est son espérance, donc m. Donc, quand on calcule encore l'espérance de tout ceci, ben, ça va donner 0. OK. Effectivement, bon, je le disais parce que, bon, je savais comme il y a un passé entre nous, du coup, je me dis, enfin, je n'ai pas prêté attention que... C'est vrai, je n'ai pas dit que c'est l'espérance qui donne 0, j'ai dit que c'est bon, ça va donner 0 parce que je présume que, OK, quand ça converge comme ça, on sait que ce qui est ici, ce n'est rien d'autre que l'espérance de ce qui est là. OK, donc, le théorème central limite dit que la moyenne va converger vers une loi normale et pour des raisons d'ajustement, on va donc avoir juste, au lieu d'avoir la moyenne, on va avoir 1 sur racine de t, okay, fois la somme des zt qui va converger vers une loi normale avec les paramètres respectifs, donc la moyenne et sigma. Maintenant, le théorème de Slotsky, comme je l'avais dit en 2020, c'est le théorème de Slotsky nous permet de faire tout ce qu'on sait faire en fait. Il nous permet de faire tout ce qu'on pense être normal ou bien être facile ou bien simple à faire. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous voyez une variable AT qui converge en probabilité vers A et BT aussi converge vers B, ben, quelqu'un va se dire, mais pourquoi est-ce qu'on réfléchit?
celui-ci fois celui-ci va converger vers A fois B aussi. OK? C'est-à-dire AT fois BT va converger vers A fois B. AT plus BT va converger vers A plus B. AT moins BT va converger vers A moins B. AT sur BT va converger vers A sur B. OK? C'est quelque chose qui semble être très facile, très intuitif, très simple. On n'a pas besoin d'un théorème pour ça. Si, il en faut, parce que ça ne saute pas à l'œil. Okay? Cette flèche qu'on met converger vers, ça veut dire beaucoup de choses. Ce n'est pas une égalité. Donc, c'est un peu ça. Slotsky nous permet de faire tout ce qui, à condition que l'opération que vous faites soit comme une fonction continue. Je sais qu'ici, on n'en a pas parlé, mais toutes les opérations donc, de multiplication, de soustraction, d'addition, d'inverse, toutes ces fonctions sont continues. Donc, vous pouvez faire toutes les opérations que vous voulez, manipuler. Tant qu'une variable converge vers une autre converge vers une autre, alors vous pouvez les manipuler comme vous voulez, ça va toujours fonctionner. C'est-à-dire que là, ici, il dit AT converge vers A et BT sur la normale. Donc, quand vous faites AT fois B, okay, ça va suivre aussi une loi normale. Sauf que les paramètres maintenant, okay, les paramètres de la loi, ça va être la moyenne de celui-ci multiplié par ça et multiplié par le A. Okay? Et si vous voulez la variance, donc c'est comme vous voulez faire entrer donc le A donc, dans la variance. On sait que quand quelque chose entre dans la variance, il devient au carré. Mais si c'est une matrice, ça ne devient pas au carré, mais ça devient A' fois sigma fois A. Donc A fois sigma fois A'. C'est ça. Donc ici, là, il a fait le moins 1. C'est le moins 1 fois B. Ce n'est pas le A. Il a fait AT moins 1 fois B. Donc ça va faire comme, ça va suivre une loi A moins 1 fois N, quoi. Maintenant, ça, c'est un autre problème. Qu'on a appris à manipuler les matrices. Mais le théorème de Slotsky dit simplement que si AT va vers A, BT sur la normale, alors on peut multiplier AT fois B ou bien on peut multiplier A moins 1, puisque A moins 1 aussi va vers A moins 1. D'abord, ça c'est un premier Slotsky. Et puis le deuxième Slotsky, c'est qu'on peut multiplier le AT moins 1 par BT et ça va faire vers A moins 1 fois la loi normale. Maintenant, il faut savoir comment réécrire cette expression. OK? Quand vous voulez la faire entrer, pour la moyenne, ben, ça va juste multiplier sans problème. Mais pour la variance, ça va être multiplié 2 fois. Donc à gauche et à droite. À gauche et puis à droite, ça devient une transposée. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Juste une question, s'il vous plaît. Comment prouver la convergence? Prouver. Ouais, genre, on a dit quand AT converge vers A. Genre, comment on peut prouver ça? Non, on ne prouve pas, mais c'est un fait, on sait cela. Si on sait que AT converge vers A et qu'on sait aussi que BT suit une loi normale, alors, donc, c'est vraiment ici que la conclusion se trouve. Donc, ici, ce n'est pas une preuve, mais par définition, on le sait. Maintenant, bon, bien sûr, tout à l'heure, on va prouver que bêta chapeau va converger vers bêta. Ça, c'est une preuve qu'on va faire. Mais pour ce qui, il y a comme des données, parfois, qui nous permettent d'avancer. Ouais. Ça, c'est une donnée. Ok, parfait. Ben, on va voir avec le bêta et j'imagine que ça sera la même démarche pour les autres. Merci. Ouais. Donc, si ça c'est correct avec tout le monde, parce que vous allez l'utiliser beaucoup jusqu'à la fin, donc du coup, comment faire entrer okay. Si quelqu'un, si tout le monde, est-ce que c'est correct avec tout le monde? Comment faire entrer donc Oui. Bonjour. Oui. J'ai une question. Oui. Oui, en fait, j'ai peut-être manqué un bout. Est-ce qu'il sera possible d'avoir ces notes-là ou Oui. Ok, super. Ce sera possible. D'accord, très bien, merci. Je vais vous l'envoyer. Sinon, c'est rien de que le cours donc, du professeur Douglas, ECO 1600. Mais peut-être que vous ne l'avez pas fait avec lui, donc, mais je vais vous l'envoyer.
Si, moi je l'ai fait avec lui, mais il y a peut-être un an. Donc, Ok. c'est une chose que j'ai dû oublier, oui. Ok, merci. Alors, ici aussi, c'est toujours le même exemple. Donc, on dit AT converge vers sigma moins demi et BT sur la normale 0 sigma. Alors, donc, AT fois BT va sur donc, sigma moins demi fois la normale. Maintenant, quand sigma moins demi va entrer, il va multiplier les zéros sans problème. Mais ici, il va être à gauche et à droite. OK. Ça, je vais le faire. Juste une question, s'il vous plaît. Le moins 1, est-ce que ça veut dire c'est l'inverse ou c'est juste genre puissance moins? C'est l'inverse. C'est la même chose aussi, S puissance moins 1 et puis c'est l'inverse, voilà. Oh, ok. C'est-à-dire que inverse de A, et on a note moins 1, A exposant moins 1. Mais c'est pas ça. Ok, il ne faut pas écrire ça comme ça. Ouais, c'est ça ce que je voulais savoir, merci. Parce que c'est une matrice. Mais c'est 2 exposant moins 1, bon, vous pouvez l'écrire parce que c'est un réel. Ok. Alors, donc ici, on nous dit que AT converge donc sigma moins demi. Bon, on va supposer que sigma est symétrique. Vous savez ce que c'est qu'une matrice symétrique? Donc, c'est par rapport à la diagonale, tous les éléments qui sont là, ils se reflètent encore là. C'est-à-dire que celui-là se pointe là, celui-ci, il est là, celui-ci, il est là, celui-là, il est là. Donc, tous les éléments sont symétriques par rapport à la diagonale. D'accord? Ça, c'est une matrice symétrique. Okay. Alors, on dit aussi que BT, donc sur une loi normale, 0, sigma. Alors, d'après Slotsky, quand vous multipliez ça par ça, donc AT fois BT, soit sur demi 0 sigma. D'accord? Alors, donc ça, il faut savoir réécrire cela. J'insiste là-dessus parce que vous allez traîner ça dans tout le cours. Donc, ça va faire donc 0 fois sigma moins demi, parce que c'est la moyenne. Ok, bon. D'où ça vient? Attendez. Parce que si vous avez une variable y égale, je vais appeler ça C. C. Et ça, c'est une variable x. Donc, ça, c'est une matrice. Matrice C. C'est-à-dire, tout ça, c'est la variable y qui est C fois une autre variable x. D'accord? Ce qui se passe, c'est que quand vous voulez l'espérance de y, ça va faire C fois l'espérance de x. Okay? Là, le problème ne se pose pas. Mais si vous voulez la variance de y, ça va faire C, la variance de x fois C'. C'est ce qu'on dit. Okay. Maintenant, si C est réel, bon, ça va faire C. La transposée d'un réel, c'est lui-même. Donc, ça va faire C. Ça fait C au carré. Voilà, ça fait C au carré. D'accord? C'est la raison pour laquelle, tantôt, quand on calculait aussi, quand je disais que la variance donc, de 1 sur T somme, quand j'ai fait sortir ça, c'est devenu 1 sur T carré. C'est juste ça, parce que c'est réel. Okay. Je rappelle juste pour ceux qui... Donc finalement, revenons au noir. La moyenne, c'est pour ça que j'ai dit que la moyenne va être comme multipliée. Okay. Ça fait 0. Et non, 0 fois C. Donc, sigma moins demi. Et puis, la variance serait donc C, donc sigma demi
fois la variance de x qui est sigma fois encore ça prime, sigma moins 1 demi prime. Okay? Mais vu qu'il est symétrique, c'est que si vous transposez quelque chose qui est symétrique, ben, il ne va pas bouger. Donc, ce qui fait que le prime, en fait, c'est comme lui-même. Hein? Donc, je vais juste l'enlever. Vous allez voir que sigma fois sigma moins demi, ben, ça va vous donner sigma exposant demi. Et sigma exposant demi fois sigma exposant moins demi, ça va vous donner l'identité. Je ne sais pas si tout le monde m'a suivi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou bien c'est quelqu'un pour... Vous pouvez reprendre. OK. Je vais effacer. Donc, je disais que 0 fois sigma moins demi, ça fait 0. OK, c'est clair. Maintenant, ça, sigma moins demi fois sigma moins demi, je dis que ben, ça dépend du sens dans lequel vous voulez calculer. Vous pouvez calculer ça fois ça d'abord ou bien ça fois ça d'abord. Donc, faisons ça fois ça d'abord. Ça va faire sigma moins demi fois sigma exposant 1. Donc, ça fait sigma exposant demi fois maintenant celui-là. Donc, ça va faire aussi sigma exposant demi fois sigma exposant moins demi. Bon, ça fait sigma exposant 0. Et sigma exposant 0, ça va donner quoi? L'identité. Oui. Ça va faire... Bon, ça ne fait pas 1, ça fait la matrice identité parce que on est dans un monde matriciel, on n'est pas dans un monde réel. Sinon, si on est dans un monde réel, si vous multipliez un nombre par son inverse, donc 2 fois 2 exposant moins 1, ça va faire 1. Mais ici, c'est la matrice. Donc, ça fait la matrice identité. C'est la raison pour laquelle, comme vous voyez ici, donc là, il met ça. Donc, ça dit que ça fait en fait 0 IM, bien IN. N étant donc la dimension de l'espace vectoriel dans lequel on se trouve. Donc, c'est la dimension de sigma. Le nombre de variables explicatives. OK. Donc, K plus 1, K plus 1, K plus 1. K étant le nombre de variables, et puis le 1, c'est la constante. Voilà. OK. C'est parfait. Donc, c'est ça un peu, donc, Slotsky. Ça sera utile dans tout. OK? Donc, voilà. Maîtrisez ça. Maîtrisez simplement. Gardez cela en tête. Je sais que, bon, ce n'est pas un problème pour certains, parce qu'on a fait quand même la session dernière. On a bien creusé là-dessus. OK? Donc, on va appliquer un peu, donc, ces éléments, ces 3 éléments, à l'analyse asymptotique. Je pense même que le professeur va revenir un peu sur l'analyse asymptotique au début du cours. Même le TP1 va porter un peu sur ce que nous sommes en train de faire là. Donc, écoutez, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment des choses qui vont étonner ceux qui ont déjà fait le cours 1600. Il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau en tant que tel. Donc, analyse asymptotique sur le modèle MCO. Okay. Tout le monde connaît les MCO. Donc, XT, c'est la variable explicative. Et ça, c'est une ligne, donc l'expression pour une ligne, c'est-à-dire que YT, donc à la date T, ça fait toutes les variables explicatives. Donc ici, là, il y a plusieurs variables à l'intérieur, donc c'est pour ça que c'est K. Okay. Et il y a plusieurs variables à l'intérieur qui multiplient le coefficient bêta plus epsilon T. Donc pour chaque ligne, donc c'est comme vous avez une base de données dans un fichier Excel où vous avez toutes les observations qui sont âge, taille, revenu. Voilà, je vais m'arrêter sur les 3. Donc, il y a âge, taille, revenu, et puis diplôme. Okay. On va dire le niveau. Qu'est-ce qu'elle m'a écrit?
OK. C'est parfait. Alors, je vais faire la base de données, vu que c'est le premier cours, je ne sais pas. Donc, supposons qu'on a une base de données où on va dire que niveau d'études, on va faire ça comme ça. Je vais nommer ça Y, niveau d'études. OK. Puis je vais mettre niveau pour que ça reste dans la colonne. Je vais mettre l'âge. Je vais mettre le revenu. Je mets juste ça. Je vais mettre la taille. Quelque chose comme ça. Alors, donc, pour l'individu 1, donc on aura son revenu, son âge, son revenu. Et voilà, sa taille, on aura son niveau, donc on aura toutes les informations. Alors, à la date T aussi, donc l'individu qui se trouve à la date T, on a ça. Donc, on dira que YT, ça fait XT fois bêta plus epsilon T. Il n'y a rien ici, hein, Francis. Il n'y a pas de prime, il n'y a rien là-bas. Donc, on aura YT égale à XT fois bêta plus epsilon T. C'est-à-dire que le XT qu'on dit qu'il est là, c'est réellement ces variables-là. C'est 3. Le YT, c'est ça. Epsilon T, ce sera le terme d'erreur après régression. Donc, ces 3-là vont multiplier le coefficient bêta. Donc, pour dire que c'est vraiment une ligne. C'est une ligne. Alors que le modèle sous forme matricielle qu'on va écrire comme ça, grand X fois bêta plus epsilon, où grand X serait en fait toute cette matrice-là, et non juste une ligne. Et Y sera tout ce vecteur. Oui. Je voulais juste mentionner que le prof, il utilise delta dans le modèle au lieu de bêta. Je ne sais pas si c'est important ou pas, mais juste pour le mentionner. Ouais, dans le cours, l'autre fois, il utilise delta. Il n'y a pas de souci. Il a utilisé delta parce qu'on fait le CAPM, puis le bêta est déjà utilisé dans le modèle CAPM. Ouais, c'est ça. Mais normalement, il utilisait le bêta avant. Ouais, juste pour que ça ne serait pas peut-être chamboulant pour le reste et tout. OK. Voilà, donc, ça, c'est le sous-forme matriciel, et puis ça, c'est une ligne. D'accord? Juste pour le rappeler. Donc, ce qui fait qu'on a une ligne comme ça. Et le bêta chapeau, l'expression de bêta chapeau, c'est vraiment ça. Pour MCO, je ne sais pas si c'est nouveau pour quelqu'un. C'est la somme des xt prime moins 1, enfin, la somme des xt, yt. Monsieur, moi j'ai une question. Oui. En fait, qu'est-ce que ça change lorsqu'on a x' bêta au lieu de x bêta, en fait? Qu'est-ce que ça change dans lorsqu'on va estimer bêta chapeau? Est-ce que l'ordre de x' moins 1, disons la somme, et puis somme des x, y, est-ce que, je ne sais pas, on doit vraiment faire attention à la place de celui qui prend le prime? Ouais, ça dépend de qui. Ouais, ici, là, je vois xt prime, donc c'est un vecteur, le xt prime, c'est un vecteur ligne. OK. Dire que c'est une seule ligne, et puis k colonnes. Ben, dans le fond, moi, je ne mettrai pas prime là-dessus, ici. Parce que ça dépend de comment vous avez défini votre xt dès le départ. Okay? C'est vraiment la ligne qui compose vraiment tous les éléments de la matrice grand X. Et si vous mettez...
Une question de peut-être XT prime bêta, c'est bêta, et c'est comme le bêta prime XT, c'est je pense que Non, c'est plus on la peut pas mettre dimension de bêta. la matrice. Ouais, on peut pas mettre bêta X. Mais, OK. Parce que Mais bêta, c'est par colonne. XT prime ou XT, l'écriture matricielle ne change pas. C'est-à-dire, on peut réécrire sous forme matricielle et avoir le même grand X bêta. Exact. OK. Merci. Mais c'est juste que on met le prime parfois pour que. Parce qu'il faut que ça concorde là. Le calcul, il faut que ça concorde. Donc ici, en fait, ici, dans le fond, son X ici, en fait, c'est un vecteur colonne. C'est pour ça qu'il met un prime là-dessus pour le mettre en ligne. Sinon, dans un autre cours, si xt est ligne, parce que ça dépend de... Mais ici, il n'a pas défini. C'est tellement qu'il a défini ça donc, depuis le début du cours. Mais la manière dont je vous ai présenté le x tout à l'heure, ça fait comme xt' fois xt. Parce que le xt... Non. Ouais, ça fait xt fois xt', tout à fait. Parce que xt est totalement comme la ligne. Donc, prenez la ligne fois donc, la colonne. Ok, ça serait comme en colonne. Il faut juste savoir en fait ce que vous écrivez. Si votre vecteur xt, on va ici, le xt c'est un vecteur colonne. Donc, or, il faut que ça soit ligne là. Moi, ce que je vous ai présenté tantôt. Oups. Ça, c'est la ligne. Ouais. Bon, moi j'ai défini xt comme étant cette ligne-là. Donc, je n'ai pas besoin de mettre un prime. Mais si je définis xt comme étant la transposée de cette ligne, bon, bien entendu, il faut que je mette encore le prime là-dessus. Mais ça revient au même. C'est juste que c'est cet élément-là, ces valeurs qui vont multiplier bêta. Peu importe comment est-ce qu'on les définit. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que vous pouvez définir à la base que okay, votre xt, c'est ça, ou bien vous pouvez définir à la base que votre xt, c'est la transposée de ça. Donc, si votre xt, c'est la transposée de ça, bon, quand vous venez ici, bien, vous allez mettre encore une transposée là-dessus. Vous voyez un peu? Bon, supposez que je vais appeler tout ceci ut. Si vous définissez ut comme étant ut', bon, quand vous venez ici et que vous voulez mettre, vous devez mettre un prime là-dessus pour que ça soit vraiment un vecteur ligne. Parce que dans le fond, ce que vous voulez faire, c'est ça qui est le plus important. C'est le vecteur ligne qui doit multiplier le bêta. Mais si vous définissez déjà tout ça comme ut, ben, cette expression, vous pouvez l'écrire aussi comme ça. Yt égale à ut fois bêta plus epsilon t. Vous n'avez pas besoin de mettre un prime là-dessus. Mais ut, c'est vraiment ça. Mais si vous voulez mettre x, vous pouvez mettre prime là-dessus. Je ne sais pas si je vous embrouille encore ou bien si c'est clair, mais bon. Non, je crois que c'est bien clair, merci. Ok, c'est parfait. Donc, le coefficient bêta chapeau, son expression, c'est ça. Il y a plusieurs manières. Donc, il y a la manière matricielle où on dit que c'est x' fois x moins 1 fois x' y. Donc, la matrice. L'estimateur MCO. L'estimateur MCO. Bêta chapeau. x' moins 1, x' y. Ou bien, vous pouvez l'avoir comme ça. Somme de xt prime, bon, ça dépend. Je vais rester dans le cadre de son cours. Comme ça, moins 1 fois colonne, ça c'est colonne. Ouais.
Le xt qu'il a défini dans le cours, c'est un vecteur colonne. Donc, il faut mettre le prime pour que ce soit ligne. Ligne doit multiplier la colonne. OK. J'enlève le prime alors. Parce que ça fait comme... OK. OK. Sinon, d'après ce que j'ai défini, mon xt, j'allais mettre un prime là-bas. Sinon, si on le met comme dans le cours que je suis en train de vous présenter, il n'y a pas le prime. Alors, on aura quelque chose de ce genre. Donc, soit vous utilisez ça, soit vous utilisez ça. Bon, bien entendu, vous savez que ça renvoie un peu à ça. Hein. C'est cette matrice, quand vous l'écrivez avec ces éléments, c'est la même chose. Okay. Ça aussi, c'est la même chose. Bon, je n'ai pas besoin de démontrer ça encore. Hein. C'est... Parce que le Y, c'est un vecteur. Y1 jusqu'à YT. C'est ça le grand Y. Et le X, c'est comme un vecteur aussi de vecteurs. C'est une matrice dans le fond. Mais la première ligne, c'est un vecteur ligne X1. Bon. C'est là que ça va. OK? Alors, quand vous faites X' fois Y, c'est que dans le fond, vous faites tous, vous transposez ça. Quand vous transposez ça, ça va vous donner comme, le X' va vous donner comme X1 jusqu'à XT. OK? Mais ce X1, vous comprenez avec moi que c'est un ensemble de vecteurs. Hein? Donc, sur la première ligne, c'est un ensemble de vecteurs sur la deuxième ligne. Parce que le X à l'origine, c'est ça. Ça fait X11, X12, X13, X1K, X21, X22, X2K, puis XT1, XT2, XTK. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, c'est toute cette ligne-là que j'appelle X1, toute cette ligne que j'appelle X2, toute cette ligne que j'appelle XT. Alors, quand vous transposez encore, vous allez voir que cette colonne, ça va être comme, ça va être juste, sur cette colonne, c'est ça qui va devenir la colonne, donc ce vecteur X1 va être là. Bon, bien entendu, si vous transposez juste ça, vous obtenez ça. OK? Alors, vous multipliez ça par ça, ça va faire comme X1 fois Y1, X2 fois Y2, et ainsi de suite, et XT fois YT. Donc, c'est vraiment la somme, en fait, cette somme. Si vous multipliez ça par ça, ça va donner la somme. Donc, okay? Donc c'est vraiment la même chose. Il n'y a pas de différence entre cette expression et cette expression, ou MCO. Bon, pour ceux qui veulent savoir comment on obtient l'estimateur MCO, vous pouvez, je sais pas, Google, pour voir comment est-ce qu'on obtient l'estimateur MCO en faisant la minimisation des erreurs quadratiques et tout. OK. Alors, ce qu'on veut faire ici, on veut trouver donc la convergence de bêta chapeau. Donc, pour trouver la convergence de bêta chapeau, il y a des hypothèses qui sont faites. C'est que les XT sont exogènes, sont indépendants, et puis l'espérance de XT, XT', ça donne la matrice QXX, c'est donné, et le rang de QXX, c'est K, OK? On suppose aussi, donc effectivement, donc l'exogénité, donc epsilon t et xt, l'espérance de epsilon t, xt, ça donne 0. Et que les epsilon t sont indépendants, identiquement distribués, et ne dépendent pas donc de xt. OK? Donc, sous la base de ces hypothèses-là, donc on veut faire une analyse asymptotique donc, de bêta chapeau.
Et c'est les mêmes chansons, un peu comme on avait fait dans ICO 1600, où on essaye donc de casser, de faire apparaître certaines notions et puis utiliser le théorème, la loi des grands nombres, ok? Pour ce qui concerne la convergence de bêta chapeau, on utilise la loi des grands nombres. Pour ce qui concerne la loi des grands nombres mélangée avec le Slotsky, pour ce qui concerne la loi asymptotique de bêta chapeau, on utilise le théorème central limite avec le Slotsky. Okay. Donc, c'est ça. Bon, je vais vous envoyer ce document. Je pense que normalement, chacun peut visualiser après le calcul à la maison. Mais je vais vous présenter le calcul et puis de manière rapide. Et puis, vous allez lire ça tranquillement à la maison pour voir. Et moi, je vais vous expliquer juste une bonne partie. OK. Je vais vous expliquer. Okay. Mais si vous voulez lire en détail, vous pouvez voir. D'accord. Donc, je vais vous présenter donc, les résultats. Donc, on veut montrer que bêta chapeau converge sur bêta. Et on va s'inspirer donc des théorèmes que je vous ai présentés tantôt. OK. Donc, je vais diviser les tableaux en deux parties. Oups. OK. Comme ça. Parfait. Alors, donc, on a le bêta chapeau qui est égal à somme t allant de 1. Arrêtez ça. Bon. xt prime, le tout, moins 1, en somme de xt, yt. Alors, ce qui va se passer, c'est que la première des choses, c'est qu'il faut commencer par remplacer le yt par son expression. Il y en a qui sont habitués à ça. Il manque le prime dans le dernier x. Ici, non, il n'y a pas le prime. S'il n'y a pas le prime, comment dire, le bêta chapeau ne sera pas égal à k par 1. Tu peux vérifier, tu vas voir. Mais le xt, c'est un vecteur... bon. C'est 1 par k ou k par 1, le x. Le x, ce xt, c'est 1 par k. Mais justement, si c'est 1 par k, il doit être inversé parce que le y, c'est 1 par 1, non? Pour pouvoir... Regardons ça comme ça. C'est x1 dans xt. Okay. Donc, c'est x, c'est une ligne et puis k colonnes. OK? Alors, le x', ça va faire donc x1, xt. OK? Donc, ça va faire comme... Donc, le x, c'est k par 1. Oui, donc ce x1, c'est la transposée de ça. OK? C'est-à-dire que, comment je vais dire, bon, je vais réécrire. Je vais réécrire ça comme ça, is11, is12, puis is1k, d'accord? Puis is21, is22, is2k, ist1, ist2, ist-k, ok, ça on l'a. Puis le x', ça va donner en fait is11, is1k, puis is21, is2k, puis ist1, ist2, ist-k.
Alors, ce qu'il a défini dans son cours, c'est ça qui est IS1. Donc, ça va faire comme... Ouais. Donc, ça fait K par 1. K par 1, oui, K par 1, d'accord. Ce qui fait qu'il met son prime, en fait, ici, en fait. Et c'est toujours la même chose que j'expliquais, que moi, la manière dont j'avais défini donc, mon X, ça devrait être X' fois XT, et puis ça fait X' fois YT. Mais la manière dont lui, il a défini, donc son X, c'est vraiment la première colonne dans X'. D'accord, c'est bon. Voilà. C'est parfait. Donc, ce qui fait que on peut avancer. On va casser, on va remplacer le YT par son expression qui est XT'. OK, XT' plus epsilon. Donc, XT' fois bêta plus epsilon t. Et puis, on va développer. Donc, on aura XT' moins 1. Quand on développe ça, ça va donner normalement XT' fois bêta et puis XT fois epsilon t. Donc, ça fait XT' fois bêta plus... Oups, qu'est-ce que tu fais? XT' moins 1 qui va multiplier par somme de XT epsilon t. C'est bon, d'accord avec moi là-bas? J'ai développé ça et puis je l'ai distribué encore. C'est-à-dire cette quantité, bon, vous voyez ça comme une constante qui multiplie tout ça. Donc, ça multiplie ça, puis ça multiplie ça. OK? Alors, ça ici, ça fait identité. Donc, ça fait bêta plus somme de XT moins 1 fois somme de XT epsilon t. D'accord? Alors, vous aurez bêta chapeau moins bêta qui est égal alors à, attention, XT' moins 1 XT epsilon t. Alors donc, on va se lancer. Le but, c'est de montrer que bêta chapeau moins bêta converge vers 0. Donc, il faut trouver la convergence donc, de ça et de ça. Ça, déjà, le cours nous dit que ça, c'est QXX. OK? La somme de XT'. Je vous le montre. C'est dans les hypothèses. OK? Hypothèse de base 1. C'est ça. Donc, l'espérance de XT' égale à QXX. Okay? Donc, d'après... Bon, c'est que j'ai déjà utilisé quelque chose. J'ai utilisé la loi des grands nombres. Parce que la loi des grands nombres dit que... Je suis allé vite. Voilà, je vais effacer. Je fais ça. Puis, je vais utiliser des couleurs. Donc, ça. Puis, et puis, ça en bleu. OK? Donc, on va gérer celui-là en rouge, on va gérer celui-là en bleu. D'accord? Alors, c'est quoi ce bonhomme-là? Bon, avant d'aller là-bas, c'est la moyenne normalement. Pour utiliser la loi des grands nombres, il faut faire apparaître donc la moyenne. OK? Donc, ce qu'il faut, c'est... Il ne faut pas juste laisser là. Il faut apparaître un sur T, car
Je vais écrire et puis vous allez apprécier. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on ne doit pas ajouter, genre, inserter de l'autre côté ou quelque chose comme ça? Non. De l'autre côté, Tu rajoutes T sur T de l'autre côté, donc tu multiplies par 1, donc il n'y a pas grand changement. non, de l'autre côté, on met l'espérance. C'est parce qu'on met l'espérance de l'autre côté que de ce côté, je crois que ça devient 1 sur T. Parce que ça, c'est l'espérance empirique, non? Non, je n'ai pas encore mis l'espérance. J'ai juste transformé ça pour avoir ça. J'ai juste transformé ça aussi pour avoir ça. C'est le 1 sur T que j'ai mis. Ok, oui, c'est correct. La transposée, ça annule, ça fait 1. C'est ça. C'est 1 sur T est souvent moins 1. Ça fait T. Ah ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, merci. Voilà. Donc, vous allez faire ça tout le temps. Donc, apprenez ça. Chacun apprenne à développer ça comme ça. Et puis, cette partie, donc on va gérer ça. Okay, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai voulu faire apparaître ça. C'est important que nous soyons tous confrontés au problème et puis on voit comment est-ce qu'on s'en sort. C'est parce que le 1 sur T, je veux le rouge d'abord. Parce que je vais utiliser la loi des grands nombres. Et la loi des grands nombres me disait que la moyenne, c'est la moyenne et non la somme qui converge vers l'espérance de xt, xt'. OK? Ça, c'est la loi des grands nombres. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Et d'après l'exercice, enfin, d'après le cours, ça, c'est une hypothèse. La première hypothèse, c'est que XX. OK? Ce qui fait que je peux utiliser Slotsky pour avoir donc la convergence donc, de moins 1 parce qu'il y a un moins 1. Donc, Slotsky me dit que ah, oui, tu peux aller faire tout ce que tu veux. Vraiment, avec ça, tu peux élever moins 1. Ça va converger aussi vers cette expression moins 1. Donc, vous voyez, c'est parfait. Donc, je peux dire que ça, le premier élément converge avec x moins 1. Et je vais gérer le deuxième élément. Monsieur, une question juste. Oui, posez la question. Est-ce que si on écrivait sous forme matricielle, on devait aussi mettre les T, les 1 sur T? Sous forme matricielle, quoi? Si par exemple, on travaille avec des formes matricielles. De bêta chapeau? Oui, oui. Là où on a la dernière partie que vous avez écrite en noir. Oui. Est-ce qu'on devrait aussi aller avec des T? Ou c'est seulement parce que ici, ce n'est pas sous forme matricielle qu'on considère vraiment les T et tout? J'arrive. OK, donc la question, c'est Asana. Hein? Oui. Donc, elle dit, si on partait avec la forme matricielle, normalement, on devrait avoir un bêta chapeau égal à x' moins 1, x', et puis on devrait remplacer x moins 1, x', donc x bêta plus epsilon, on devrait avoir x. Donc, bon, quand on va développer, vu que c'est pas, on va avoir finalement quelque chose de bêta plus x' moins 1 fois x' epsilon. Alors, c'est que là, il faut avoir comme le flair, il faut être très, très intuitif pour comprendre que x' fois x, c'est la somme, c'est une somme. Et si c'est une somme, dans ce cas, il faut vraiment arriver à réaliser qu'effectivement, c'est une somme. Dans ce cas, vous pouvez faire ça. OK. Là, il faut forcément faire apparaître le t. Comme ça, vous pouvez utiliser la loi des grands nombres sur ça. Parce que ça va faire comme ça aussi. Donc, ne pas, vous êtes obligé de passer par ça. Passer par ici. Il faut forcément faire apparaître le t. Parce que vous ne pouvez pas dire, OK, vers quoi qu'on va converger x' fois x.
cette matrice-là, c'est quoi? C'est une somme aussi. Donc, si c'est une somme, on peut lui faire appliquer des choses. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut exiger, on exige la forme matricielle ou vectorielle ou on peut choisir? Vous pouvez choisir. OK, merci. Vous pouvez choisir. Mais arrivé ici, vous êtes obligé de passer à la somme avec une somme pour faire sortir vraiment en quoi c'est une loi des grands nombres qu'on peut utiliser parce que la loi des grands nombres dit que c'est la moyenne. Mais ça, est-ce que c'est la moyenne? C'est la moyenne de quoi? Donc, il faut faire... Juste une spécification. Monsieur Douglas, des fois, il spécifie qu'il veut la forme matricielle pour répondre à une question du TP vectoriel. Ah, d'accord. Des fois, il le spécifie. OK. Donc, on a fini avec le rouge. On va aller vers le bleu. Ce qu'il est, lui, si vous voyez bien, il y a xt, epsilon t. Est-ce qu'on applique la loi des grands nombres? Si on applique la loi des grands nombres, ou bien on applique le théorème central limite. Moi, je dirais on applique la loi des grands nombres. OK? Parce que c'est aussi une expression dont on peut calculer l'espérance. C'est-à-dire que la loi des grands nombres nous dit que 1 sur t, xt, epsilon t converge vers l'espérance de epsilon t, xt. N'est-ce pas? Alors ça, ouais, écoutez, ceux qui n'ont jamais fait le cours avec nous, ils vont découvrir une nouvelle formule encore. On appelle ça la formule des espérances itérées. Cette expression. En fait, je sais que ça va donner 0, mais je veux juste démontrer que ça donne 0. Je ne veux pas l'affirmer que ça donne 0, parce qu'il y a le cours, il y a une hypothèse. Ça, la deuxième hypothèse dit que l'espérance de epsilon t, sachant xt égale à 0. OK? Et je vais l'utiliser pour montrer que l'espérance de xt fois epsilon t égale à 0. D'accord? Parce que ça, c'est le produit des deux. Il y en a qui affirment rapidement que c'est égal à 0, mais il faut le démontrer. Alors, on utilise la formule des espérances itérées, c'est-à-dire que l'espérance de tout, ça fait l'espérance de cette chose-là, sachant n'importe quoi. Et j'ai eu à expliquer longuement l'origine donc des espérances itérées. OK? Et attendez, vous avez quoi aujourd'hui? Non, lundi. Il vient de m'envoyer un lien. Ou bien c'est le lien de lundi qu'il a envoyé, le professeur. Parce que... Attendez. Notre cours est lundi, mais il y a un autre cours, je crois, avec un autre groupe. Ok. C'est un étudiant qui cherchait... Ok. Je ne vais pas me connecter sur mon téléphone. Est-ce que vous m'envoyez? Oh là là. Il y a un étudiant qui ne retrouve pas le lien. Oui. Justement, c'était moi. Ok. Oui, mais ça va maintenant. Merci. Ok, c'est parfait. Parce qu'il dit qu'il est au cours, mais il ne peut pas... Ok, c'est parfait. Donc, on continue. Du coup, j'expliquais ça, c'est la famille des espérances itérées. Pour le faire, bon, je vais ouvrir une petite parenthèse pour expliquer un peu. C'est-à-dire que, retenez pour une fois de bon, pour ceux qui ne savent pas, l'espérance de x, ok, ça fait l'espérance de x sachant y. Même si vous ne savez pas ce que c'est que y. Okay. Ça, c'est la première, c'est la démonstration, elle est assez longue. Donc, mon premier cours de maîtrise en mathématiques,
C'est la première, c'est ça qu'on a prouvé. Donc, je ne vais pas vous prouver ça ici. L'espérance de X, ça fait l'espérance de X, sachant Y ou bien Z ou bien n'importe quoi. Okay, mais pourquoi moi j'ai mis XT en bas ici? C'est parce que je veux utiliser ce qui est dit dans le cours, que l'espérance de epsilon t sachant X égale à 0. C'est ça que je veux utiliser. C'est pour ça que ce qui est dit dans le cours, que il est dit que l'espérance de epsilon t sachant xt égale à 0. C'est ça que je veux utiliser. Donc, je conditionne par rapport à xt, et vous allez voir pourquoi, parce que quand je fais ça, quand vous sachez quelque chose, vous savez que ce n'est plus une variable aléatoire pour vous. Quand vous connaissez quelque chose, parce que sachant x, x n'est plus variable aléatoire. Sachant x, x n'est plus une variable aléatoire. Si vous connaissez quelque chose, ce n'est plus une variable aléatoire pour vous. Donc, elle peut sortir en fait de cette espérance-là. Donc, ce qui fait que vous pouvez écrire ça comme ça. Donc, finalement, on a retrouvé notre fameux espérance de epsilon sachant xt, voilà, qui est 0. Donc, peu importe ce que lui, il est, 0 fois ça, ça va faire 0, quoi. OK. Donc, on vient de prouver que cette quantité est... Voilà. On vient de prouver que cette quantité ben, converge vers 0, d'après la loi des grands nombres. Alors, si tel est le cas, si ça converge vers 0, donc finalement, qu'en est-il de notre bêta chapeau moins bêta? Qui veut me secourir? Bêta chapeau moins bêta, on ça sait va converger vers 0 parce que tu multiplies la deuxième partie par 0. Exactement. Donc, d'après Slotsky, c'est que Slotsky, ok, c'est que bêta chapeau moins bêta, c'est cette quantité fois cette quantité. Cette quantité converge vers QXX moins 1. Cette quantité converge vers 0. Alors, le produit va converger vers QXX moins 1 fois 0, qui est 0. Du coup, bêta chapeau moins bêta converge vers 0. C'est-à-dire, bêta chapeau converge vers bêta. Donc, on a démontré que bêta chapeau est convergent. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non. Pas de questions sur ça. C'est parfait. Alors, on va passer donc la deuxième. Donc, écoutez, je disais que vous trouverez tous ces calculs-là dedans, mais c'est juste que c'est pas intéressant de passer au travers de ça pour que vous voyez. Ah non, donc j'ai préféré vous écrire ça de l'autre côté pour vous. Et là, je vous enverrai ça, vous-même vous pouvez. Donc, vous voyez, il s'ensuit que ça converge vers X en utilisant Slotsky. On prend le moins 1, ça converge vers X moins 1. Ensuite, on va attaquer donc celui-là, l'espérance de xt fois epsilon t, donc égal à l'espérance de l'espérance, égal donc 0. Alors, bêta chapeau moins bêta va converger vers, qui est égal à ça, va converger vers qx moins 1. Donc, celui-là va vers qx moins 1, celui-là va vers 0. Donc, le produit, alors, par Slotsky, va converger vers 0. Donc, on a un bêta chapeau qui est convergent. OK? Et on va regarder maintenant, donc, la loi asymptotique. OK? La loi asymptotique, donc, de bêta chapeau. Donc, on va y aller. C'est bon? Vous êtes prêts? Est-ce qu'il y a des questions? Non.
que genre, vous pouvez me donner un petit peu plus de détails sur les hypothèses parce que je sais que la démarche MCO, c'est juste le début là et ces hypothèses vont pas tenir après, plus tard dans le cours, juste genre pour avoir une idée genre plus claire. En fait, l'interprétation des hypothèses. Ok, l'interprétation des hypothèses, c'est parfait. Merci. Bienvenue. Alors, la première hypothèse, c'est XT, bon, indépendante et identique. Normalement, c'est ce qu'on voit d'habitude, hein. Mais comment est-ce qu'on pourrait l'interpréter si cette hypothèse est vérifiée? C'est que les individus, supposaient que les informations, donc la base de données que j'ai donnée, donc on prenait le revenu, on prenait la taille, on prenait l'âge. Donc ça, c'est un XT. Pour un individu, OK, ça ne dépend, c'est pas corrélé pour un autre individu. Ces informations ne sont pas corrélées pour un autre individu. Et puis, ça suit les mêmes lois. Quoi, ça pourrait... Une question ou une affirmation, c'est l'hypothèse 1 qui nous dit qu'elle est de plein rang, donc qu'elle est inversible, la matrice. Une matrice plein rang. Inversible. Elle doit être inversible et ça signifie aussi que il n'y a pas d'éléments dans la matrice qui peuvent être réécrits avec des autres éléments. Ils sont totalement indépendants. Chacune des lignes ne peut pas être écrite comme combinaison des autres. Tout à fait. C'est ça. Oh oui, c'est juste que une interprétation vraiment dans la vraie vie, je suppose que c'est ça sa question, hein? Genre dans la vraie vie, OK, qu'est-ce que ça veut dire qu'une ligne ne peut pas être écrite comme une combinaison linéaire des autres lignes? Voilà, ça veut dire simplement que toi, tes informations sur ta taille, ton revenu et tout ça ne sont pas liées à moi, mon revenu, à moins que peut-être on vit dans la même maison, quoi. Mais l'idée, c'est ça. Quand vous observez donc des données, peut-être sur le marché financier, je ne sais pas quoi, le taux d'intérêt donc d'un actif, je ne sais pas, le pétrole, le taux d'intérêt, je parle sur le marché donc, du pétrole, sur le marché donc, du dollar américain. Il n'y a pas de corrélation. Okay? Y a pas les observations qu'on observe donc, à chaque date ne sont pas corrélées. C'est un peu ça. Ça peut être violé, ça peut ne pas être violé aussi. C'est pour ça que quand une hypothèse est violée, okay, on essaie de trouver un substitut. On veut voir, OK, est-ce qu'on peut transformer la théorie pour obtenir toujours un résultat? Et cette partie, la deuxième hypothèse, là, quand même, c'est assez... On parle de l'exogénéité, c'est-à-dire que les thèmes d'erreur ne sont pas corrélés avec la variable explicative. Mais parfois aussi, elle est violée. Dans ce cas, c'est là qu'on parle d'endogénéité. Et pour traiter les problèmes d'endogénéité, donc, on va utiliser les variables instrumentales. Voilà, donc c'est ça le problème essentiellement. Mais les epsilon, on aimerait bien qu'elles soient indépendantes et identiquement distribuées. On aimerait bien en tout temps aussi les thèmes d'erreur. Parce que si les thèmes d'erreur aussi sont corrélés entre elles, parfois, c'est vrai qu'elles sont corrélées parce que le prix des actifs même sont corrélés. Ce qui fait qu'il y a comme un cumul des erreurs. Comment je vais dire? Voilà, prenez ça comme des erreurs. Hein. Quand je dis erreur, prenez comme une erreur, pas le chiffre. Quand vous commettez une erreur par le passé, cette erreur vous suit, okay, dans votre vie. Et quand cette erreur vous suit dans votre vie, vos résultats, votre performance est affectée aussi. Donc, il y a comme
une cumulative. Donc, les erreurs passées sont corrélées avec vos performances actuelles et vos performances actuelles engendrent aussi d'autres erreurs. Et donc, ça entraîne donc une corrélation entre les thèmes d'erreur donc à chaque date. Et on peut observer ce phénomène-là. Donc, on va aller regarder plutôt en estimant peut-être des modèles autorégressifs, c'est-à-dire regarder plutôt votre performance par rapport à votre performance donc, de la date passée et tout. Donc, c'est un peu ce que je peux dire un peu donc, sur ça. Mais il faut juste comprendre que les hypothèses sont faites dans un cadre théorique. Parce que, dans le fond, pour pouvoir montrer que bêta chapeau converge vers bêta, c'est parce que on avait besoin que espérance de epsilon, sachant xt donne 0 pour qu'on puisse finalement conclure que, OK, bêta chapeau va converger vers bêta, ça va donner 0. Mais si ce n'est pas vrai, on aura du mal à avancer. Donc, on avait besoin de ces hypothèses-là. Et si elles sont vérifiées après estimation, quoique on ne pourra pas donner une bonne interprétation économique de cela, c'est-à-dire de cette quantité, une bonne interprétation économique sera difficile à donner, mais c'est quand même la théorie. C'est la théorie, il faut que ça soit vérifié théoriquement pour qu'on puisse avancer. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à la question donc, qui m'est posée? Ouais, vraiment, merci beaucoup. Bienvenue. Ok, on va regarder donc la dernière étape pour avoir se séparer. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Voilà, on vient de me rappeler comment le faire. Il faut faire un cycle de clés. Un cycle de clés, comment ça? On met en de recevoir l'arna A. OK. Après ça, on tient le bras ici vers en haut pendant 5 secondes. Pardon? OK, donc j'allume, j'éteins. Ouais. Et je maintiens vers le haut, c'est ça? Ouais, pendant 5 secondes. C'est tout, hein? Attends. C'est qui parle? C'est dans le manuel, ça? Je ne sais pas si c'est dans le manuel. Ok, c'est parfait. J'ai bloqué SDC. Excusez-moi. Oui. Oui, est-ce que vous serez disponible si toutefois on a des questions par mail? Parce que moi, j'ai pas eu le cours avec M. Douglas, Eco 1600. Alors, est-ce que vous serez disponible au cas où? Oui, pour Eco 1600, oui, sans problème. Vous pouvez m'envoyer des courriels, puis je vais vous répondre sans problème. D'accord, merci. Ok, donc j'efface tout ça. On va maintenant trouver donc la loi asymptotique donc, de bêta chapeau. Donc, c'est-à-dire que la question, c'est bêta sur quelle loi? Ok. Alors, on sait toujours que bêta chapeau moins bêta, d'après le développement qu'on a fait tantôt, ça donnait donc xt fois xt prime moins 1. Il y a le prime ici, ok, Francis, mais voilà. Multiplié par xt fois epsilon t. Ok, donc ça on l'a. Donc, on veut trouver la loi. Donc, ce que j'expliquais, c'est que quand on veut trouver donc la convergence de bêta chapeau, c'est qu'on veut voir, ok, bêta chapeau converge vers quoi? Pas la loi. Donc, c'est la loi des grands nombres qu'on utilise essentiellement de tous les côtés. Et après, on mélange avec Slotsky. Mais quand on veut trouver la loi asymptotique, donc c'est évident que ce qui va se passer, c'est qu'il faut quelque part, dans ces éléments, il faut qu'un élément converge vers une loi pour que vous puissiez dire que bêta chapeau aussi va converger vers une loi.